Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin, Bretagne. Alors, nous vous accueillons ce matin pour 52 minutes de bonne humeur autour de notre invitée d'honneur, Colette Olivier Chantrel, une professionnelle de la divination. Avec elle, nous nous intéresserons à la voyance. Elle vient de publier un roman aux éditions Marabout, ça ne s'invente pas. La voyance, ça s'attrape comment? Eh bien, écoutez, c'est ce que nous verrons. Un livre écrit avec beaucoup d'humour, un récit autobiographique. Nous ferons un point sur la santé également, votre santé, sur l'endométriose, maladie chronique douloureuse qui touche environ aujourd'hui une femme sur 10. Comment la diagnostique-t-on? Quels sont les traitements et comment gérer la douleur? Le professeur Vincent Lavoué répondra à toutes nos questions. Dans la rubrique environnement, Virginie Jourdan nous annoncera le retour des consignes pour les bouteilles en verre. Un retour en grâce à la faveur d'une initiative bretonne. Une bonne nouvelle dont elle énumérera tous les avantages. Au menu également notre coup de pouce à un projet en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. La commune de Plouguerneau appelle aux dons. Elle souhaite organiser une jolie fête pour l'arrivée de la Redadeg. Vous savez, c'est cette course pour la langue bretonne. Sans oublier l'ami Billy qui sera en duplex. Il a passé le week-end à faire des chocolats, pour tout vous dire. Alors que ceux qui ont eu une crise de foie s'éloignent immédiatement de cet écran. Pour le reste, on le retrouvera avec grand plaisir. C'est l'heure de la météo également. Bonjour ma Catherine. Bonjour Laurence, ça va bien? Ça va bien. Qui est en grève aujourd'hui? Le soleil aussi? Alors le soleil, oui, toujours un peu. C'est qu'il a envoyé un calendrier aussi, mais il y aura un service minimum garanti quand même entre 2 averses cet après-midi. Donc averses, je vous l'ai dit, avec quand même des températures en hausse. On a 13 à Belle-Île, 14 à Plérin, 27 à Plélan-le-Grand et 15 à Cancale. Voilà, c'est pas un poisson d'avril, mais c'est juste qu'en attendant le printemps, j'essaye de m'occuper. Alors je vais mettre des petites erreurs pour les téléspectateurs à trouver, donc bien sûr. Ça marche, et on vous retrouve avec grand plaisir tout au long de cette émission. Oui, allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous. On attend vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Vous le savez, cette émission est diffusée en live. Allez, vous faites comme nous, vous prenez un bon petit café. On se retrouve sur le plateau, 9h50 le matin. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Bonjour chers amis chroniqueurs et invités. Bonjour Cécile. Bonjour Virginie. Bonjour Vincent. Et bonjour Colette. Bonjour Colette Olivier Chantrel qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés. Vous êtes née à Rennes il y a quelques années. Allez, vous avez l'âge du 40 bar. Avec beaucoup de pluriel. Oui, c'est tout ce qu'on dira. Vous avez l'âge du 40 bar, c'est pas compliqué. L'âge du 40 bar. Votre histoire et du rock'n'roll. Et du rock'n'roll. Et votre histoire est un vrai roman. Ça tombe bien pour une écrivain voyante ou voyante écrivain. On verra dans quelle ordre nommer les choses. On avait envie d'en savoir plus sur vous. Eh bien, je vous propose d'abord de tirer un premier petit papier. Allez. Oui. Allez-y, on va voir ce qui va sortir. Alors, mettez vos lunettes peut-être. Allez-y. Boule de cristal. Boule de cristal. Parce que c'est vrai, quand on dit le mot médium ou voyante, l'image qui vient tout de suite, c'est la boule de cristal. C'est l'objet incontournable. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a une origine? Est-ce qu'il y a une histoire? Je ne sais pas s'il y a vraiment une histoire, mais une chose est sûre, c'est que le cristal a quand même des capacités particulières qui sont utilisées notamment à la NASA et dans bien d'autres grosses industries. Le cristal engrange des vibrations comme une mémoire et restitue. Par exemple, on peut faire un disque comme les vinyles autrefois. Si on le fait dans du cristal, dans du minéral en règle générale et dans du cristal en particulier, on peut restituer des sons, des choses et plus que tout. Est-ce que vous avez une boule de cristal? Alors, dites-nous tout. La vraie vérité, j'ai souvent souhaité en acheter une. C'est très cher. Et puis, en plus, une fois qu'on est dans le magasin et qu'il y a 400 boules... Je vous imagine bien en train de demander. Alors, je veux la meilleure boule de cristal qui soit. Alors, on m'a dit qu'il fallait attendre que la boule nous cause. Et ma foi, jusqu'à présent, aucune n'a créé de dialogue avec moi. C'est pourtant pas faute de les avoir encouragés. Toutefois, le destin m'a envoyé un signe en février. D'accord. Que s'est-il passé? Vous avez la dernière galette des rois, j'ai trouvé ça. Ça s'appelle prophète ou prophétie. Et donc, quand mes clients rêvent d'une boule en cristal, ça fait plus sérieux. Je sors ça. Et déjà, le temps qu'ils se demandent si je me fous ou si je suis complètement folle, pendant ce temps-là, au moins, ça leur vide l'esprit de toute leur tracasserie
dont je n'ai que faire. D'accord. Voilà. Bon, bah c'est rigolo. Alors, donc vous avez une mini boule de cristal, mais en fait, c'est une fève boule de cristal. C'est une fève. Très bien. Bon, Je la garde parce que j'y tiens beaucoup. gardez-la précieusement. Je vous propose qu'on aille retrouver notre ami Billy, qui a passé le week-end à nous faire des chocolats. Est-ce que vous êtes gourmands les uns les autres? Vous n'avez pas trop abusé, ça a été? Usé, abusé, ratabusé. Bon, d'accord. Vincent aussi, pareil. Vous avez frôlé la crise de foi, tous. Virginie, Cécile. Bien sûr. Bon, ok. Allez, eh ben, on va voir si Billy a abusé également. On le retrouve tout de suite. Et bon, bah voilà. Billy, où êtes-vous? Bonjour Laurence, eh bien ce matin je suis dans la maison Coupelle. Donc la maison Coupelle est bien connue, c'est les chocolats. Alors là, donc mon défi, moi j'ai eu de la chance, je vais devoir réaliser des moulages de chocolat. Donc on est en plein dans la semaine de Pâques et j'ai Léna qui va du coup m'accueillir ce matin pour nous montrer comment on fait des chocolats. Alors ça se passe en plusieurs étapes. Donc bonjour Léna. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Alors donc du coup Laurence, on va devoir faire ces petits moutons qui sont juste là. On va les remplir de chocolat, on va mettre des friandises, on va mettre des milliardises, des machins, plein de trucs dedans. Et puis après, on va les goûter, on va les manger parce que le chocolat, on adore ça. Alors allez-y, montrez-moi comment on fait tout cela. Alors en fait, un moulage, ça se fait en plusieurs étapes. Du coup, on a préparé ce matin les petits yeux, les petites décorations sur les moutons. D'accord. Et maintenant, on va les remplir de chocolat, les vider et on va faire ça ensemble, je vais vous montrer. Ok, ça marche. Donc là, il y a une pédale qui permet d'arrêter le flux, ici. Donc je me mets en dessous, je remplis mon premier petit mouton de chocolat. Donc on le remplit complètement. Jusqu'en haut, on veut vraiment que ce soit rempli à ras-bord, on s'arrête. On a juste envie de mettre le doigt dedans. Oui, mais il ne faut pas pour des questions d'hygiène. Allez. Donc là, on fait tapoter pour enlever les bulles d'air et je vide. J'attends un petit peu. Mon chocolat, il y a une partie qui a adhéré à la paroi du mouton et l'autre qui se vide. Donc j'attends un petit peu et je racle l'excédent. Geste technique quand même, Voilà. J'ai un peu le stress quand même. Ça donne vraiment envie tout ce chocolat là comme ça, oh là là. Et alors c'est quoi comme chocolat qu'on met dedans? Là, on travaille sur un chocolat 66%. Chocolat noir à 66% de cacao. Et là il n'y a pas de lait du Il tout faut le dedans. poser sur la Ah oui. plaque. Non, pas du tout de lait. Et pourquoi il a une couleur plus claire alors? On dirait pas que c'est du chocolat noir? Il faut le remettre à l'envers. À l'envers, comme Voilà, ça. exactement. Donc là, on reprend la plaque, D'accord. on se met ici, Je peux lâcher la pédale. voilà. Donc il faut toujours garder l'ordre dans lequel on a moulé. Donc les premiers Ah qu'on oui. a moulés, c'est ceux-là. Parce que ceux-là, ils ont commencé à figer en fait, à cristalliser. D'accord. Les derniers, pas encore. Donc là, le on- chocolat, on dit qu'il cristallise. Voilà, c'est quand il commence à adhérer, à refroidir. Ok. Donc là, une fois qu'on a fait la première couche, avec ça, le grattoir, on vient gratter L'excédent. l'excédent, comme ceci, Ok. de chocolat. Bon, ça va, je pense que je peux Attention. gérer. Hop, et on va se mettre l'excédent. Donc pas de perte de chocolat là. Non, et puis on travaille proprement, on met ça dans un petit cul de poule. Et puis Ah oui, c'est déjà pratiquement déjà froid là. voilà, exactement, ça va très très vite. On remet et on refera une deuxième couche. Donc tu peux essayer Allez, si tu veux. hop là. Donc on fait comme ça. Voilà. Alors, Donc bien là, à plat. voilà, pour qu'il y ait vraiment des bords bien nets. Ok, super. Voilà, super. Tac. Non mais on bosse bien quand même. Bah oui. Alors Vas-y. celui-ci, Non, c'était dans cet c'était ça. ordre-là. Parce que moi j'avoue, j'ai pas du tout fait attention à ça. Il faut toujours contrôler, en fait, savoir dans quel ordre on travaille. C'est pour ça qu'on vient voir les professionnels. Sinon on aurait fait ça dans ma cuisine et là, je pense qu'on n'aurait pas mangé de super chocolat. Donc je mets ça là. Voilà, Par contre, j'en ai mis un petit peu dedans, c'est pas grave. c'est pas grave. Ça fera un petit peu plus pour les gens qui les mangeront, quoi. Ah, et celui-ci, on sent... Eh, pas mal quand même, Voilà. hein. Donc là, on voit celui-là un petit peu plus épais. Ça dépend en quelle vitesse on Bah, va. En fait, il c'est- faut travailler vite. Je pense que j'ai été Donc, plus généreux. Voilà. Moi, je fais pas attention à la quantité que j'ai mis dedans. Hop là. Et voilà, nickel. Ok. Et donc là, on fait une deuxième fois, c'est Tout ça? à fait. Je mets ici, Oui, ça passe comme un ça peu. on saura. Faut pas que ça tombe. Non, donc on va se remettre la grille. Allez. Un coup de main, c'est bon? C'est bon, merci. Tac, tac. Ici. Super. Et là, c'est parti pour Alors, une deuxième couche. c'était celui-là le premier. Oui, Donc là, on refait exactement la même voilà. opération. Donc on essaye d'aller vite parce qu'on veut pas Allez. qu'il soit trop épais, parce que si c'est trop épais, ce sera pas agréable à la dégustation. D'accord. Il faut que Donc le là, mouton je puisse se remplis casser entièrement pareil. facilement. Vas-y. Excusez-moi Laurence, hein, là on est en plein dans l'action, donc du coup on fait attention à ce qu'on fait. Alors là j'ai bien compris qu'il fallait que je relâche le machin. Hop là.
La pédale. La pédale, hein, je relâche pas. Ça, c'est parce que La semaine dernière, je passais le permis. Là, j'étais... Donc, voilà, Laurence. On a rempli donc, cette première étape. Voilà. Les chocolats sont pleins de chocolat à l'intérieur, les petits moutons. Maintenant, il faut laisser cristalliser. Et puis, tout à l'heure, on va revenir pour vous montrer la suite, mettre les petits trucs dedans et tout ça. À tout à l'heure, Laurence. À tout à l'heure, Billy. Je vous trouve très douée, moi. D'ailleurs, il y a Christelle qui pense la même chose. Sur Facebook, elle nous envoie un petit message. Pas mal le maniement de la truelle pour Billy. Voilà, félicitations. À tout de suite, on vous laisse bosser. Avec nous sur ce plateau, le professeur Vincent Lavoué. Vous êtes le chef du service de chirurgie gynécologique du CHU de Rennes. Avec vous, on va parler d'une maladie encore mal diagnostiquée, mais dont on parle énormément, l'endométriose, professeur. Comment la définit-on, cette maladie ? L'endométriose, alors sa définition, c'est les cellules de la muqueuse de l'utérus, de l'intérieur de l'utérus, qui se sont logées ailleurs que dans l'utérus. Donc ça peut être en arrière de l'utérus, au niveau du péritoine, c'est-à-dire à l'intérieur du ventre. Et ces cellules qui sont en dehors de l'utérus vont réagir au climat hormonal de la patiente et donc créer des douleurs finalement au moment des règles, parce qu'elles vont réagir et saigner au même moment. Donc ça, ce sont les principaux symptômes, des saignements importants, des règles très douloureuses. Alors tout à fait, les maîtres symptômes, les symptômes cardinaux, ce sont des douleurs pendant les règles qu'on appelle dysménorrhée, pour le terme technique. Et le deuxième grand symptôme, c'est les douleurs pendant les rapports sexuels, qu'on appelle dysparéunie. Et ces deux symptômes, qui sont les deux symptômes principaux, doivent faire évoquer l'endométriose. Est-ce que c'est héréditaire ? C'est une question non, toute bête. Ce n'est pas héréditaire, c'est pas forcément de mère en fille. On pense qu'il y a quand même une connotation génétique. C'est plus fréquent dans certaines familles. D'accord. Combien de femmes sont touchées aujourd'hui ? Alors, on pense que 10 à 15% de la population est atteinte d'endométriose. Ça paraît c'est un assez nombre important, très important. mais c'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on a forcément les symptômes. Donc on n'est pas obligé. On peut avoir de l'endométriose très minime, de manière anatomique, mais pas avoir beaucoup de symptômes ou avoir des douleurs extrêmement modérées, avoir des problèmes d'infertilité ou pas. Donc c'est dans ce 10%, on n'a que quelques pourcents qui vont avoir des problèmes qui vont les gêner dans leur vie quotidienne. Donc c'est ce qui rend en fait le diagnostic assez difficile finalement, ou tardif en tout cas. Tout à fait. Il n'y a pas forcément de correspondance entre le symptôme et le problème anatomique. Et ce qui fait que parfois, il y a des symptômes qui paraissent très évolués, mais qui sont de l'endométriose qui paraît très évoluée, mais qui ne sont pas symptomatiques pour les patientes et qui vont vivre tout à fait une vie tout à fait normale, pas de douleur, avoir leurs enfants. Et d'autres, au contraire, qui ont finalement des choses assez minimes d'un point de vue anatomique, à l'imagerie par exemple, mais qui vont être très gênées par des douleurs très importantes. Alors, quels sont les traitements que vous proposez à vos patientes ? Est-ce que c'est un traitement hormonal, chirurgical ou c'est du cas par cas, on imagine ? Alors, c'est du cas par cas, et les problèmes sont différents en fonction des âges de la vie. Le problème, la jeune fille qui va avoir ses règles et qui va avoir des douleurs pendant les règles n'a pas le même problème que la patiente qui a 30 ans qui voudra avoir des enfants, n'a pas encore le même problème que la patiente qui a 40-45 ans, qui a déjà de ses enfants et qui va être peut-être plus gênée par les saignements, par exemple. La jeune fille va vouloir contrôler ses symptômes, ses douleurs, et le premier traitement qu'on leur propose, c'est un traitement hormonal, et le plus simple, c'est de donner la pilule en continu, ce qui permet de supprimer les règles et qu'elle récupère une vie tout à fait normale. Est-ce qu'on peut souffrir d'endométriose et devenir maman ? Oui, tout à fait. Endométriose ne rime pas avec infertilité. Certaines patientes qui ont d'endométriose ont des problèmes pour tomber enceinte, mais pas toutes, loin de là, heureusement. Et même si on a des difficultés pour tomber enceinte, il y a, dans la très grande majorité des cas, des solutions. Donc les solutions, ça repose sur l'assistance médicale à la procréation. On peut utiliser la fécondation in vitro qui va aider à pallier un problème de fertilité parce que il peut y avoir des trompes qui peuvent être abîmées liées à l'endométriose ou d'autres problèmes. On peut aussi associer des traitements qui sont de la chirurgie, enlever l'endométriose qui va améliorer la fertilité. Et parfois, on combine les deux traitements, on associe pour avoir la meilleure option de traitement, à la fois traiter les douleurs et à la fois tomber enceinte. Et en général, on tombe sur des problèmes plus complexes et comme c'est du cas par cas, on utilise des réunions de concertation multidisciplinaire qui regroupent plusieurs praticiens pour trouver la meilleure solution pour cette patiente en question. Est-ce que c'est une maladie, Colette, que vous connaissiez, l'endométriose ? Bah oui. Oui, donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Là, je suis entourée de femmes également. À partir du moment où on est venu au monde avec un utérus, des ovaires et tout le bazar,
on connaît. Forcément, Où on en entend. a souffert, où on a entendu les autres en souffrir. Oui. Alors, en fait, je me posais une question, professeur. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant ou est-ce qu'on en parle plus, justement? Alors, je pense qu'on en parle beaucoup plus qu'avant. Ça a été récemment très médiatisé avec des actrices qu'on en parlait beaucoup plus qu'auparavant. Mais moi, en tant que gynécologue, c'est une pathologie qui n'est pas plus fréquente qu'avant. La file d'attente des patientes était la même, que ça passe dans les médias ou pas. Par contre, cette médiatisation fait que c'est probablement plus reconnu par les confrères ou les collègues et donc on va adresser plus facilement la patiente à un gynécologue pour essayer de traiter les symptômes, et les patientes vont aussi se poser plus de questions en disant « Ah oui, c'est ça que j'ai » et vont consulter. Ouais. Donc il y a quand même une véritable évolution dans la prise en charge de la maladie réellement. Tout à fait. C'est ça. Virginie, Cécile, pareil, vous aviez entendu parler de cette maladie? Oui, j'en ai entendu parler. J'ai interviewé une jeune femme, justement, qui a carrément même changé de métier, etc., pour s'adapter, parce qu'elle avait vraiment des douleurs qui étaient très, très importantes. Et c'était la première fois que j'entendais parler de cette maladie. Alors que jeune fille, au collège, on entend souvent les copines qui ont des douleurs très importantes au moment des règles. Ouais, donc il y a une véritable évolution et une prise de conscience de la société. Merci beaucoup, professeur Lavoué. J'ai envie de vous poser une question. Comme vous êtes médecin, vous avez une formation plutôt cartésienne. Est-ce que vous croyez, vous, à la voyance? Il a un petit sourire, attention là. Je pas la question. Et alors, j'ai pas tout à fait réfléchi à la question avant de venir. Alors, moi, je pense, par du principe que si ça soulage la patiente et qu'elle y croit et que ça marche et que ça permet de contrôler ses symptômes ou de vivre mieux, bien sûr qu'il faut qu'il l'utilise. Même si ça utilise l'effet placebo ou autre chose, moi, je suis pas là pour juger du moment que ça rend service. Donc moi, j'ai pas d'objection du moment où ça retarde pas un traitement, on va dire, cartésien. Si la patiente a des difficultés pour tomber enceinte, par exemple, qu'on lui dit on attend, et que ça va lui gréver ses chances de grossesse, c'est un peu dommage. Mais si ça n'interfère pas, on va dire, les traitements classiques ou officiels, j'ai aucune objection, du moment que ça soulage la patiente. Parfait. Je sais pas, j'ai répondu correctement. Il a bien répondu, ça va, Colette? très Ça vous a bien. pas fait trop mal aux oreilles? Pas du tout. Est-ce que vous avez eu souvent justement ce regard un peu sur votre activité, des gens un peu sceptiques ou pas? Oui, Tout le temps. Évidemment. Ça, c'est C'est le d'ailleurs quotidien. aussi pour ça que j'ai écrit ce bouquin, c'est pour qu'on arrête, pardonnez-moi, de me poser les questions qu'on me pose depuis très longtemps. Voilà. Alors, ce C'est livre, un peu pour y répondre et surtout pour dédramatiser, dans le sens drama italien, c'est pour dédramatiser cette fonction, parce que c'est pas un métier. Moi, j'ai pas transpiré pour apprendre ça. Alors, ce J'ai livre, ça pas suivi de s'appelle cours, La voyance, ça s'attrape comment? C'est le- L'édition c'est- Marabout, ça ne s'invente pas. Oui, en plus, oui. c'est ça. Comment c'est arrivé chez vous? Ça vous est pas tombé dessus comme ça du jour au lendemain? Il y a une Non, histoire je qui va suis avec. tombée d'abord. Vous êtes tombé, alors racontez-nous ça. Vous êtes tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez quel âge? 15 mois. 15 mois, vous J'en êtes ai tombé? aucun souvenir. Ouais. 15 mois, je suis au cimetière avec ma maman et ma grand-mère. Et puis, elles sont en train de nettoyer une tombe familiale. Et puis moi, je dois m'ennuyer sans doute. Donc je marche aussi élégamment qu'on peut le faire à 15 mois. Et je tombe. Et je tombe avec cette partie-là du front sur un arrosoir en zinc qui évidemment était plein d'eau, glacial. Et de toute façon, le 1er novembre, c'est tous les années du 1er novembre, il fait froid. Donc, en fait, il y a eu un hurlement, m'a-t-on dit. Et puis après, je suis restée, madame, sur le carreau, longtemps. Très longtemps. Et donc, maman, qui n'est pas quelqu'un qui s'affole vite, m'a d'abord prise par les pieds pour me taper dessus, pour me faire revenir le sang et tout. Ça n'a pas rien fait du tout. Donc, au bout d'un moment, elle a quand même réalisé que ça sentait le définitif, quoi. Donc, elle m'a enveloppée dans son manteau de fourrure. Et puis, avec sa mère, ils ont couru jusqu'à l'entrée du cimetière. Et à ce moment-là, avant de sortir du cimetière, m'a-t-on dit, un hurlement de bête est sorti du manteau. Je suis revenue. Vous êtes revenu à la vie. Voilà. C'était votre deuxième naissance, quelque Ouais. part? Alors, en fait, je suis tombée et je suis morte au pied d'une sculpture magnifique que j'encourage tous les Rennais à aller voir au cimetière du Nord, sur la tombe de Adolphe Leofanti, parce que c'est une merveille, et elle s'appelle Résurrection. Moi, je suis tombée morte devant. Bah, ça ne s'invente pas. Et par contre, quand je suis revenue à moi, c'était à l'entrée du cimetière du Nord, toujours, et la statue, il y avait une statue à côté, qui est toujours là, qui a été faite par le maître de Adolphe Leofanti, et qui s'appelle
2 secondes, ça va. Dites-moi boule de cristal et là on va rigoler. Qui s'appelle Espérance. Espérance. Alors justement, est-ce que vous considérez que c'est finalement cette chute qui a révélé votre don ou pas? Est-ce que vous considérez j'ai que c'est rien un à don? dire là-dessus, c'est ma mère plutôt. Parce que maman m'a raconté cette histoire il y a même pas 10 ans. Hein. Et elle m'a raconté ça en me disant, peut-être que c'est ça qui t'a rendu... Plus réceptive. Pas dingue, on va mais dire. enfin différente, quoi. Là, alors vous avez une position assez étonnante en tant que professionnel de la divination. Vous essayez presque de rationaliser la voyance. Le Expliquez-nous un plus peu possible. votre démarche, justement. C'est assez original comme façon de penser. Dites-nous tout. Parce que la pontification de tout m'agace. Alors, on voit très rarement des devins passer à la télé ou dans des radios avec un peu de bonhomie, de modestie. Enfin, je suis pas modeste encore une fois, mais en relativisant un peu. Je veux dire, Marie Curie n'a pas fait tant de foin quand elle a isolé le radium, quand même. Pour vous, c'est une hypersensibilité? Oui. C'est pas un don? Vous estimez pas que ce soit un don? C'est une prestation, enfin, je veux dire, c'est une capacité, c'est une particularité. Comme vous avez les yeux marrons très chauds, comme vous avez les cheveux châtains, c'est une particularité. C'est-à-dire, c'est un développement particulier des sens. Qu'est-ce que vous ressentez chez les gens qui viennent vous voir? Vous observez quoi? Comment vous pratiquez finalement votre art, entre guillemets? Le plus simplement du monde, je commence par les mettre à l'aise en leur proposant un café, un thé, un coup de rouge, un coup de blanc, enfin ce qu'ils veulent, hein. Chocolat, tout ce qu'ils veulent. Parce que je sais qu'ils viennent avec une charge émotionnelle très forte. D'abord, ils ont fait de la route souvent pour venir, ils ont attendu que je sois libre. Donc il y a une pression en eux qui, moi, me gêne, parce que si je la sens trop, je vais répondre à ce qu'ils veulent entendre. Et c'est pas du tout pour ça que je suis là. Ensuite, je leur fais tirer des cartes, avec un jeu de cartes, tout ce qu'il y a de banal, dont je ne sais d'ailleurs pas me servir du tout, mais c'est vrai. Je leur fais tirer des cartes de façon aléatoire. C'est-à-dire, je leur demande exprès des chiffres qui n'ont pas de sens. Il n'y a rien de plus dur pour le cerveau humain que d'obéir à l'aléatoire. Donc pendant ce temps-là, ils sont concentrés sur ce petit exercice et ils se dégagent du fatras de leurs pensées, dont je ne veux pas être encombré. Et vous recherchez des signes? Vous décryptez des signes chez eux? Je décrypte rien du tout. Je fais pas d'efforts. En fait, c'est un métier de feignante. Ça me convient tout à fait. Donc, je capte. Tout d'un coup, je sens que cette personne-là est morte de trouille pour une raison qui n'a rien à voir avec moi. Je sens qu'elle a eu froid beaucoup quelques jours avant, qu'elle a souffert de tel endroit. C'est un petit peu comme si je rentrais dans son corps et son cerveau. Je m'essuie les pieds avant d'entrer quand même. Non, enfin, je veux dire, c'est une empathie excessive, quoi. C'est-à-dire que je capte, non pas forcément son histoire, mais les sensations que son corps a mémorisées. Et qui, alors là, c'est l'expérience tout bêtement qui prend la relève, qui me font penser à d'autres personnes. Je travaille beaucoup par analogie. C'est-à-dire sur une personne que je vais voir pour la première fois, une autre personne que j'ai connue se met devant. Et en fait, la première, la vraie personne qui est devant moi, a pratiquement le même chemin de vie. C'est intéressant, c'est rigolo, votre oui. façon de fonctionner. Alors, En plus, ça n'a rien à voir avec une ressemblance physique, hein, ça n'a rien à voir. Je vois qu'il y a une question de la part de Catherine. Oui, Catherine, bonjour. dites-nous. Alors, je suis connectée sur les réseaux sociaux. Alors, il y a beaucoup de réactions, notamment une réaction du professeur Tournesol qui dit docteur Lavoué, vous ne croyez pas à la croyance, peut-être? Avez-vous une crise de foi aussi? Voilà. Ensuite, il y a une réaction de David H et Laura S qui vous demandent, Colette, est-il possible de contacter l'au-delà pour régler un petit contentieux administratif en cours et demander à leur papa une signature, non? On peut le faire. Ah, bah, très bien, je vais leur répondre, ils seront contents. Voilà. C'est possible. On vous retrouvera tout à l'heure, Colette Olivier Chantrel, hein, pour la suite de votre histoire. Pour l'instant, je rejoins justement l'amie Catherine pour savoir ce qu'elle a retenu de cette première partie d'émission. Dites-nous tout, Catherine. Écoutez, je pense que j'envie énormément Billy et j'ai hâte de savoir si son mouton va être... et surtout, j'espère qu'il en ramènera sur le plateau. Mais j'espère après. bien. Moi, j'aimerais surtout savoir qui va tomber sur le mouton où il y a plus de chocolat que les autres. Vous voyez, Ah oui, c'est ça aussi. Ah, bah, ça va être un peu la tombola pour les clients C'est ça. du chocolatier, je pense. Ouais. Allez, j'espère que la suite va vous inspirer tout autant. Nous retrouverons dans quelques instants Virginie Jourdan qui nous parlera du retour de la consigne sur les bouteilles en verre. Et puis vous saurez tout sur l'initiative qu'a envie de mettre en place la ville de Plouguer.
Landerneau pour l'arrivée de la Rédadeg, la course pour la langue bretonne. Mais pour l'heure, c'est les titres de votre journal présenté ce midi par Valérie Chopin. Alors, ce sera évidemment, il sera question du mouvement de grève, vous le savez, à la SNCF et de ses conséquences sur le trafic, d'un colloque également au couvent des Jacobins sur l'indemnisation des victimes du terrorisme. Et puis, Polaroid is not dead, je vous l'annonce, c'est une très belle exposition photo à la piscine municipale de Rennes. Allez, on va retrouver le petit Billy. On va voir où il en est dans ses chocolats. C'est parti, Billy. Où en êtes-vous? J'espère que vous n'avez pas tout mangé. Alors, deuxième étape, Laurence. Nous sommes là de retour à la maison Coupelle. Alors maintenant, Eh ben, on va démouler les petits moutons qu'on a moulés tout à l'heure. je vois quand même que les miens sont hyper bien faits. Hein. Mais oui, je note aussi. Bon, on m'a expliqué que j'étais un peu trop généreux à l'intérieur, donc c'est un peu plus épais. Donc là, ceux qui vont tomber sur les miens, cette semaine, ils vont être hyper contents. C'est bonne pioche. Ça marche. Alors, comment on procède? En fait, là, on les a mis à 18 degrés pour que le chocolat cristallise gentiment. Et donc D'accord. là, on voit que le chocolat est bien figé, bien mat. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts à être démoulés. Donc Oui, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de choses comme ça, là. Exactement. Je te laisse essayer, tu vas voir, ça vient normalement. je prends- ça se je fait prends tout comme seul. ça Voilà. À l'intérieur? Et voilà. Ah Donc là, ça ouais. veut dire qu'ils sont bien. Super. Donc là, on voit bien, ils sont hyper brillants. Ils sont super brillants, donc ça veut dire qu'on a bien réussi notre travail du chocolat. D'accord, donc s'il n'était pas brillant, le chocolat n'aurait pas été bien fait. Voilà, s'il est terne, s'il y a des taches, ça veut dire qu'on l'a mal travaillé et c'est pas un signe de qualité en fait. D'accord, et là, on voit bien les petits dessins que tu avais fait ce matin. Voilà, donc là c'est avec un autre chocolat pour que ça contraste et qu'on les voit apparaître. D'accord. Du coup, on prend un petit cornet et on vient les dessiner un Juste par à un l'intérieur comme ça, dans les quoi. moules, tout à fait. Là, il faut toujours tenir un ordre? On les range par série, donc on reste cohérent. Voilà, la tête à côté des fesses pour que D'accord. quand, Ah oui, faut prendre un deux. quand on va les garnir tout à l'heure, ce soit plus facile. Ok. Donc la prochaine étape, ce sera de les garnir. On va les garnir, les fermer et puis après, il n'y aura plus qu'à les manger. Bon, eh ben écoutez Laurence, je vais là finir ça. On se retrouve tout à l'heure pour mettre dedans les petites fritures, tout ça, et puis bon, on n'aura plus qu'à se régaler. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Billy, merci. Pour l'instant, je me tourne vers vous, Virginie. Vous êtes une habituée de l'émission, vous êtes journaliste pour le magazine Sans Transition, le magazine des citoyens engagés. Et alors ce matin, on s'engage pour la consigne. Oui, pour Le retour de la consigne. Le retour de la consigne. Du coup, le magazine Sans Transition vient de sortir son dernier numéro et une journaliste, Claire Baudifier, s'est penchée sur, elle a fait un reportage sur le retour de la consigne. Elle s'est penchée sur un cas qui se trouve en Loire-Atlantique. Alors, nous, ce matin, on va parler d'un cas qui est breton à 4 départements, du coup, en Île-et-Vilaine. Donc, il s'appelle... On aime bien la Bretagne à 5 aussi. Voilà, hein, bon, là, il se trouve que c'est la Bretagne à 4 départements. Donc, distro, ça signifie retour. Donc, des producteurs se sont rassemblés autour de cette démarche. Ils ont énormément travaillé avec l'ADEME, qui est l'Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Ils ont travaillé pendant 18 mois en se demandant comment ils pouvaient travailler au retour de la consigne. Le but était clair, c'était de voir les bouteilles de verre revenir vers eux pour que eux puissent les réutiliser. Donc le principe de la consigne, pour ceux qui l'ont connu il y a 30 ans, voilà, vous savez ce que c'est. Alors pour ceux qui ne l'ont pas connu, en fait, lorsqu'on avait une bouteille de lait que l'on achetait ou une bouteille de jus, on pouvait la ramener dans un magasin. À l'époque, on nous redonnait une petite pièce. La bouteille était consignée avec de la monnaie. Alors il y a des projets qui le font encore. Dans le cas de distro, on ne redonne pas une petite pièce, ce n'est pas facturé sur la bouteille que l'on achète. En revanche, les producteurs, du coup, peuvent la récupérer et l'envoyer se faire laver pour ensuite la réutiliser dans leur entreprise. Pourquoi ça a disparu, la consigne? On a envie de dire ça a que des avantages, finalement. Pourquoi ça... Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que c'était un coût économique. Il fallait organiser, il fallait compter en tous les cas sur les citoyens et les consommateurs pour ramener la bouteille. Voilà, il y avait cette contrainte-là dans un premier temps. Et puis, c'était un coût. Il fallait aussi nettoyer. Donc, il y avait le coût du lavage de la bouteille pour la réutiliser. Donc, la plupart du temps, les producteurs, par exemple, de jus de pomme, renvoyaient les bouteilles dans une autre entreprise qui faisait le service et qui leur renvoyait les bouteilles.
Avec la rationalisation du coup des comptes, ça a permis de faire sauter une ligne tout simplement. Et puis un autre mouvement qui s'est mis en place, c'est celui du recyclage, où du coup, à partir des années 80, les éco-organismes se sont mis en place, et notamment celui autour du verre. Donc aujourd'hui, les producteurs, ceux qui vendent des bouteilles de jus de fruits, payent un éco-organisme. Nous déposons nos bouteilles, mais l'éco-organisme est chargé de prendre le relais, la collecte, organiser le recyclage de ces bouteilles. Donc finalement, on a déporté le coût du recyclage, et donc moins de tâches pour ceux qui vendent des bouteilles de jus de fruits, mais une pollution déportée, et puis un coût également qui est déporté. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est avantageux à nouveau, finalement ? Alors moi, je n'ai pas de réponse encore parce que c'est encore très neuf. Donc les producteurs nous le diront d'ici quelques temps. Est-ce que c'est vraiment avantageux pour eux ? Eux, ils l'ont fait non pas dans un strict souci économique, ils l'ont aussi fait dans une vision à la fois écologique et solidaire. Solidaire parce que c'est un chantier d'insertion qui va s'occuper du lavage des bouteilles et qui leur retourne ensuite les bouteilles, et qui s'occupe en amont aussi de la collecte des bouteilles. Donc voilà la partie solidaire. Et la partie écologique, c'est que lorsqu'on recycle une bouteille, il faut bien se dire qu'il faut énormément d'énergie primaire pour fondre le verre et puis à nouveau reconstruire la bouteille. Alors que là, la bouteille, elle peut être utilisée 50 fois. Donc pendant tout ce temps-là, ces 50 utilisations, eh bien, ce sont 50 bouteilles de moins de produites, donc d'énergie de consommer. Donc il y a aussi ce volet écolo. Merci Virginie. Vous vous souvenez avoir utilisé la consigne, les uns, les autres peut-être ? Oui, c'était notre argent de poche, nous. Ah ouais ? Quand il y avait plusieurs bouteilles dans le panier de maman, on allait à l'épicerie, on rendait les bouteilles bien nettoyées, et elle nous donnait des petites pièces, l'épicière. Voilà. Vous regrettez que ça ait disparu ? Oui, parce que j'ai plus d'argent de poche. Vincent ? Oui, c'est un souvenir avec mes grands-parents, qu'on ramenait les bouteilles au supermarché. Mais dans d'autres pays, ça existe aussi déjà. Je pense au Canada où ils récupèrent les consignes, au moins les canettes d'aluminium. Et on a un peu oublié en France, mais... Oui, mais ça pourrait revenir. Il y a des discussions qui sont en cours autour de la consigne qui pourraient revenir. Effectivement. Cécile aussi ? Oui, ça existe déjà. En fait, dans les festivals, actuellement, on a une consigne pour les verres, par exemple. Donc oui, un retour des bouteilles consignées, certainement. Alors, pour aller plus loin sur le sujet, sachez que le ministre de la Transition écologique s'intéresse également au système de consigne pour les bouteilles plastifiées. Là aussi, des initiatives existent déjà dans notre région. Un exemple tout de suite dans un reportage à Montauban de Bretagne avec Catherine Jonot et Jean-Michel Piron. Dans ces sacs, 75 bouteilles en plastique, soit un mois de consommation d'eau pour cette ménagère et sa famille. Depuis près de 2 ans, elle vient régulièrement vider ses stocks dans ce kiosque. En échange aujourd'hui, un bon d'achat d'1,63 € à valoir dans le supermarché qui a lancé l'opération conjointement avec la filiale de valorisation plastique d'un groupe industriel. C'est vrai que c'est pratique et puis pour les enfants aussi, ça les initie aux bons gestes concernant le tri sélectif. C'est-à-dire, vous faites quoi à la maison maintenant ? Alors du coup, mon fils sait que les bouteilles vont dans des sacs pour qu'on puisse venir les mettre recyclés. Les bouchons vont dans un autre sac qu'on dépose à l'école pour l'association des bouchons d'amour. Et après, le reste du tri carton, papier va dans le conteneur jaune. Et c'est vrai qu'on fait des économies dans ce conteneur-là puisqu'on ne peut le mettre qu'une fois par mois, là où avant on était obligé de le mettre tous les 15 jours. Allégez le bac jaune chez vous, mais pas n'importe comment. Ces containers ne recueillent que des bouteilles entières. Écrasées en galettes, elles sont beaucoup plus difficiles à recycler. Côté magasin, la direction dépense 1 200 € par mois en bons d'achat pour près de 90 000 bouteilles retournées. Un double investissement pour fidéliser la clientèle, mais aussi pour un engagement écologique, car en France, peut mieux faire. Les collectivités et les différents acteurs ont beaucoup investi, donc tous les éléments aujourd'hui existent pour que les gens ramènent leur plastique. Sauf qu'aujourd'hui, on a au niveau national que 60% de retour des bouteilles plastiques, alors que si on prend un exemple de l'Allemagne qui est 90%, ça veut dire qu'il y a une véritable incitation à amener nos clients à venir ramener les bouteilles plastiques. Autre incitation qui verra peut-être le jour, le retour à la consigne. Une caution payée à l'achat puis remboursée si la bouteille est retournée en magasin. Le ministère de l'écologie planche sur le projet. Ses conclusions sont rendues fin mars. Voilà, un sujet qui fait beaucoup discuter sur le plateau. Cécile, vous aviez une petite remarque justement. Oui, je disais que c'est le retour de l'engagement aussi. C'est vrai.
Ah oui, effectivement. Et ça se mesure bien, Virginie, justement, dans toute cette démarche citoyenne qui prend de plus en plus d'ampleur. Oui, à la fois une responsabilité des personnes qui émettent ces bouteilles de verre, mais effectivement du citoyen aussi qui, lui, peut faire ce geste. Il est effectivement plus acteur de la transition. Merci beaucoup. Vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Alors, il y en a une justement qui a une petite question. Catherine. Oui, tout à fait. Alors, c'est Ghislaine F qui dit, bah oui, engagement écologique. Mon mari est parti racheter des bouteilles pour pouvoir les vider, pour pouvoir les ramener à la consigne, parce que c'est vraiment quelqu'un de très engagé écologiquement. Et il y a également Mireille D qui dit, Colette, est-ce que vous pourrez me dire quand mon train arrive? Je suis coincée en gare de Vitré. Est-ce que vous aussi, vous donnez les renseignements sur les horaires de train en ce moment? Voilà, ça peut être intéressant. Il y en a pour un paquet de temps. Merci. Ah oui? Je peux pas être plus précise. Je lui réponds ça. Alors. Quoi? Vous nous décevez, la Colette. Ah non, ça va pas du tout, ça. Vous êtes passionnée, on va revenir à des choses un peu plus sérieuses. Vous êtes passionnée de neurologie, justement, et de neuropsychologie. Parce que quand je disais que vous essayez de rationaliser la voyance, pour vous, finalement, il y a des explications à tout ça. Oui, je me méfie beaucoup de ce qu'on appelle le paranormal, le parallèle au normal. Et puis à tout ce qui est immatériel, l'impondérable, etc. Bon, ça fait des siècles qu'on sait que tout n'est que ondes et vibrations, même si on ne savait pas le formuler. Mais en tout cas, on sait que ce n'est pas des choses anormales, ce sont des choses qui ne sont pas encore expliquées toutes, c'est tout. Et dans le cerveau, chaque jour, on découvre des capacités absolument fabuleuses. Mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver de la magie. La vraie magie, en fait, je crois que c'est la connaissance et l'exploitation optimale de ce que la nature propose. Alors, vous dites, quand les gens viennent me consulter et me posent une question, je leur en pose souvent une autre. Oui. C'est une façon de désamorcer un petit peu C'est une façon, d'une part, contrôle. Alors, de désamorcer leur stress. Parce que quand ils ont une question importante, évidemment que ça leur tient à cœur et que ça leur tient dans les cellules. Ils sont crispés. Si j'enlève la chaise, ils restent en l'air. Hein. Donc il faut d'abord... je choisis, moi, de passer du fabulon au soupline, quoi, de les adoucir un peu. Et oui, je leur pose la question d'une autre façon. Ouais. En gros, est-ce que Gégé, il va revenir ? Pourquoi il est parti, à votre avis? C'est tout bête. Et puis, s'il revient, vous en faites quoi ce coup-ci? Vous le laissez vous taper dessus? Vous achetez plus de mercurochrome? Vous dites, en fait, c'est d'ailleurs étonnant, ce que les gens attendent finalement, c'est très exactement ce qu'ils ne veulent plus. Oui. En fait, c'est pratiquement toujours... Mais je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. Peut-être parce que ça a été obsessionnel. Bon, imaginons que... voilà. Vous avez perdu votre mari. C'est tout con, ça arrive tous les jours, mais enfin, pour la personne qui le vit, c'est 150% de douleur, de manque, de regret, de remords. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le mari, hein, parce que quand on est habitué à quelque chose, on s'y attache beaucoup. Et puis, la question qu'elle va me poser, cette personne, ça va être où est-ce que je peux discuter avec son mari de façon vibratoire? Ça peut, mais moi, je leur demande rien aux morts, parce que je trouve qu'il faut leur foutre la paix, essentiellement. Enfin, moi, quand je serai morte, j'aimerais bien qu'on m'emmerde pas trop. Donc, je leur pose pas de questions. S'ils veulent m'envoyer des messages pendant que je parle à la personne, je les transcris, enfin, je les remets, bien sûr. Mais je cherche pas à déranger les... Déjà, on a fort à faire avec les vivants. Donc, la première chose, ça va être ça pour elle. La première demande. Mais... souvent, quand ça s'est produit, que j'avais effectivement des messages à transmettre, je voyais bien que finalement, ça n'était plus le temps de ça. En revanche, quand les personnes ils me disent, dans le même cas de figure, est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Bah oui, là, c'est possible aussi. C'est possible. Mais la demande frénétique, c'est la demande la plus irrationnelle. C'est-à-dire, j'ai perdu mon gamin... je veux le revoir. En gros, ils attendent que je frotte ma boule de cristal et puis que je fasse apparaître un clone, une image en 3D, quoi. C'est souvent très irrationnel. Mais je suis la première à demander la même chose. Évidemment, je ne suis pas plus fine que les autres. Hein. On n'est que des humaines. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre dans ce livre? La voyance, ça s'attrape comment? À grands coups de pied occultes. Eh ben, j'ai voulu transmettre que les phénomènes
occultes, les phénomènes dits paranormaux. Une fois qu'on a fait le tour de toutes les possibilités rationnelles, effectivement, il y a d'autres choses. Et c'est la conclusion qu'ont tous les grands physiciens. Ils finissent leur vie en disant « j'ai pourtant fait le tour de quelque chose, de ceci, de cela, mais il y a autre chose ». Et cette autre chose-là, c'est à notre portée à tous. Mais maintenant, j'en sais pas plus que vous sur la suite. C'est-à-dire que je ne sais pas maîtriser tout ça. J'ai aucun pouvoir. Je le regrette. Oh mon Dieu que je le regrette. Mais j'ai aucun pouvoir. Je vois Virginie et Cécile qui vous écoutent avec beaucoup d'attention. Vous y croyez, vous, à ces pouvoirs, alors qui n'en sont pas, selon Colette, mais la voyance, est-ce que vous y croyez? Je ne sais pas si je me trompe, mais ce que j'entends chez Colette, c'est que la voyance, c'est pas être forcément capable de prévoir le futur, mais c'est déjà au moins de sentir ce qui se passe au présent. Et de sentir les personnes. Donc l'empathie, on parlait de super empathie tout à l'heure. Voilà. Après, il faut en attendre ce que vous êtes capable de donner, mais probablement pas plus. Donc, les vrais flashs de voyance, c'est-à-dire, alors là... Il y en a quand même. Ah oui, il y en a. Curieusement, c'est rarement pour des trucs très importants, mais il y en a quand même qui me... Bon, ça fait des années que certains sont arrivés, je continue à m'interroger, oui, ça c'est vrai. Mais ça, c'est très rarement pour des choses importantes. C'est très spectaculaire, mais ça n'a pas tellement d'intérêt. Ce qu'on voit dans l'avenir, en fait, c'est peut-être une concrétion entre ce qui est hautement probable, déjà dans le cerveau de la personne qui nous consulte, et où on capte les ondes, et nous, on les retransmet en parole. C'est du hautement probable, ou c'est du hautement souhaitable, même si c'est pas le souhait de la personne. On se dit que c'est peut-être hautement souhaitable. Voilà, hautement souhaitable. Cécile, ça a l'air de vous laisser. Wow. Non, moi, j'aurais tendance à rejoindre un petit peu ce qu'a dit le professeur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça fait du bien, ce soit que ça retrouve l'empathie, que ça retrouve la psychologie, à partir du moment où ça fait du bien et où on continue de croire en la médecine. Et surtout beaucoup, beaucoup de relativisation. Voilà. Parce que aussi dramatiques soient les drames, on y pose tous. Et que c'est pas la peine de se répandre, quoi. Je pense qu'il ne faut pas oublier la médecine normale aussi. Ah ben non seulement il ne faut pas l'oublier... Vincent ne dira pas le contraire. Il n'y a pas d'opposition. En fait, non, c'est très complémentaire. Je pense que la vérité, parce que chacun a sa petite idée sur la question, la vérité en quelques instants que ce soit, pour quelque matière que ce soit, je crois qu'on n'en obtiendra qu'une petite approche à peu près fiable si on met toutes les facultés ensemble. Justement, la médecine à tous ses niveaux, la littérature, la philosophie, peut-être même des ecclésiastes, j'en sais rien, mais plus on peut rassembler les savoirs sans se crêper le chignon, c'est pour ça que c'est difficile, c'est que c'est pas possible. Voilà. Chacun est sûr d'avoir la meilleure truc qui soit, donc pour le moment, attendons. C'est pas prêt. Et restons humbles. On va aborder, Cécile Trévidic, avec vous justement un très très beau projet que vous avez. Vous êtes conseillère municipale à Plouguerneau, une commune qui lance un appel aux dons, et ça n'est pas banal. Oui, c'est la première fois qu'une commune en fait organise ou est porteur du projet de l'arrivée de la Rédadec. Rappelez-nous ce que c'est la Rédadec. C'est une course en faveur de la langue bretonne et c'est une course de relais, de transmission sur toute la Bretagne et qui dure une semaine, 1818 km cette année. Et c'est les 10 ans, voilà. Donc j'imagine que ce sera un moment important pour vous, bien entendu. Ça se passe quand exactement? Alors l'arrivée est le 12 mai à Plouguerneau et cette course part donc 5 jours avant de Quimper et traverse toute la Bretagne. Donc la région Bretagne est à l'honneur, mais aussi le département du Finistère. Et puis pour terminer, eh bien le pays des Abers où se situe Plouguerneau. Magnifique pays. Alors quelle est votre idée justement? Alors, notre idée, c'était de faire une fête pour tous, que tout le monde puisse y participer gracieusement, en filigrane, on a bien entendu la langue bretonne, mais le bilinguisme, on le vit au quotidien à Plouguerneau. Et oui, c'est même impressionnant, parce que le bilinguisme, c'est près de la moitié de la commune qui est bilingue. 40%, oui, de la commune serait locuteur, alors passif ou actif, c'est-à-dire qui pratique ou qui comprend simplement, mais oui, dont moitié-moitié des jeunes de moins de 25 ans et l'autre moitié des plus anciens qui ont plus de 60 ans.
Donc voilà. Donc c'est une jolie communion intergénérationnelle, on va Tout dire. à fait. Et c'est l'objectif du projet, c'est l'intergénération, la transmission. Et on a voulu axer sur la musique, les différentes musiques de Bretagne. Donc des groupes comme Startigène ou X, mais aussi Loïc Troel, donc un accordéoniste, les Groove Boys, Terre, Chris Men, voilà. Chris Men, qu'on a reçu sur ce plateau. Tout à fait, ouais, oui, également. oui, oui, oui. Alors, vous demandez combien? Parce qu'on va parler du sujet qui fâche. C'est un projet ambitieux, mais qui est à la hauteur de la région. Donc on est aidé déjà par la région, par le département. On est soutenu aussi par la communauté de communes. Et il nous reste encore je dirais une somme de 10 000 € à trouver pour que notre budget soit bien. D'accord, alors votre projet est soumis à financement participatif sur la plateforme Kengo, donc le site internet s'affiche à l'instant. Il reste combien de jours pour participer? Jusqu'au 12 mai. Jusqu'au 12 mai. Et je peux peut-être parler des contributions. En fait, les contributeurs ont bien sûr une défiscalisation et bénéficient aussi, on les invite sur la commune, soit à voir l'un des 2 musées de la commune, donc il y a le musée des algues et des goémoniers et le musée du train, ou alors à faire un tour avec la vedette des Abers pour se retrouver sur l'île Vierge et monter en haut du phare le plus haut d'Europe. Qui est sur la commune aussi. Voilà. Joli programme. Bravo à la ville de Plouguerneau, la commune de Plouguerneau. Vous prévoyez qu'ils vont avoir leur somme? Est-ce que ça va marcher? J'en aurai plus, vous aurez au moins 12 000. Ah, merci. Voilà, on va comme ça. On se retrouve alors. Ça c'est dit, vous voyez. Et je ne prends pas de participation. On va retrouver tout de suite l'ami Billy au milieu de ses chocolats. Alors où en êtes-vous là? Je crois que c'est la phase finale, Billy. Toujours donc à la maison Coupelle pour cette dernière étape. Nous allons donc maintenant garnir, c'est ça? Garnir et assembler les moutons qu'on a moulés tout à l'heure. Donc vous avez vu le beau boulot qu'on a fait. Donc alors on peut y aller. Alors on va. Donc, voilà les 5 petits moutons qu'on a moulés tout à l'heure. Ils sont bien brillants, ils sont prêts à être garnis pour Pâques. Donc on les retourne tous. D'accord. On les garde par 2, la tête et les fesses ensemble. Ok. Et ensuite, on a préparé ici sur une plaque les garnitures qu'on vient mettre dans les petits moutons. Donc les fritures, les fourrés pralinés qu'on fait nous-mêmes. Donc ça, c'est des petits trucs que vous avez fait avant. Voilà, qu'on a fait avant, qu'on a préparé pour Pâques. Okay. Donc dans chaque petit mouton, on va mettre 2 petits œufs noirs. 2 cocos noirs. Alors on met dans la tête? Dans la tête. D'accord. Peu importe. Voilà. Okay. Et un blanc, un lait, pardon. Je te dis blanc, mais il y en a pas. Un coco lait. Voilà. Ok. Voilà, donc on met toujours bien la même quantité Exactement. dedans parce que le voisin il veut avoir la même chose que celui d'à côté. On met 2 petites fritures comme ça avec des perles craquantes. Peu importe les formes. Peu importe les formes, c'est la surprise. Moi j'essaye d'en mettre 2 différentes quand même. Voilà. Ensuite on va mettre 8 petites fritures noires. Alors 8. Ah oui, c'est quand même hyper garni. Il faut être généreux, c'est la surprise. 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, c'est la grosse semaine, il y a du chocolat partout dans la boutique. Quoi. Exactement, c'est une des grosses semaines de l'année avec Noël pour nous. 6, 7 et 8. Voilà. Là, on ne peut plus en mettre. Eh bien si, il faut encore en mettre. On met des petits céréales soufflés comme ceci. Ok, super. Donc il faut en mettre 12. Après, 12 et on met des couleurs différentes, on essaye de faire... 3 x 4. Alors... 3 x 4, donc 4 petites boules. Si tu jaunes. as des difficultés, on peut les mettre là-dedans. Non, je suis assez fort avec les boules, moi. 4 petites boules rouges. Tac, tac. Et 4 petites boules marron. Voilà. Moi, je me les mets dans un petit pot, je trouve ça plus facile. Bah alors, je veux bien un petit pot pour faire comme les pros. Super. Le premier. Et ça, c'est une plaque qui chauffe. Ok. Donc, on va chauffer la moitié du petit mouton. Et on va venir le coller au deuxième. Moi, ça tient pas dedans. Hein. Il y en a de trop. Hein. C'est pas grave, on va s'arranger. Donc, je prends ma petite tête de mouton. Ouais. Là, je viens chauffer juste quelques secondes. On voit le chocolat commence à fondre. Vous avez pas mis dedans les petites Non, boules. Mais du coup, parce que là, je le tiens, donc c'est stable. Hop, ah ouais. je rajoute. Non, je contrôle le travail quand même, que ce soit... Je colle. Je vérifie que ce soit bien. Super. Bien jointé, bien bord à bord partout. Voilà. Et là, c'est instantané. Voilà. Il est fini. Ok, super. Bon. Donc il faut juste, tu passes juste quelques secondes sur la plaque qui chauffe. Tu me dis, hein. C'est bon. Ça. Voilà. Hop, et on vient le mettre dessus. On contrôle que c'est bien, voilà. Il faut être hyper minutieux. Hein. Oui. C'est pas bon. mal, hein.
Et voilà, voilà mon le petit mouton mouton. de Pâques qui est terminé. Donc là, on voit bien les petites couleurs là qu'on avait fait au tout début ce Tout à matin, fait. quoi. Eh ben, voici. écoutez, Laurence, voilà mon petit mouton que j'ai fait. Donc maintenant, plus qu'à l'acheter, à l'offrir, à le casser, à le déguster. Exactement. Donc à bientôt. Et puis, merci beaucoup de nous avoir accueillis ce matin. Avec plaisir. À bientôt les filles. Ciao. Bravo Billy. C'est vrai, Mais vous c'est savez quoi, une nous on chose, aurait bien ouais, aimé en c'est avoir là sur le plateau parce que comme dit Colette, c'est une vraie torture. On n'arrête pas de voir des chocolats depuis le début de cette émission. Ah bah oui. Et ben on n'a pas mangé un seul. Hein. Franchement, quelle Non, mais honte. par contre, vous venez de glisser un mot, c'est que c'est rue Saint-Hélier, on va tous y aller. on était... Voilà, vous êtes obligés de nous Voilà, aider un obligés. petit peu, on Bon. veut un chocolat. Colette, merci d'avoir été à nos Merci côtés. à vous, allez merci. dédicacer votre livre à Vincent. Ah bah oui, merci. Il y a intérêt. J'ai pas, j'ai un stylo dans mon sac. Bon, je vous laisse le faire et pendant ce temps-là, il y a notre amie Catherine qui va venir nous faire le débriefing de cette émission. Oui. Alors, bonjour, ma petite Laurence. Bonjour, ma C'est chère. le retour de Liliane Blanchet. Ah, il manquait Liliane Blanchet. Ah bah oui, vous m'avez manqué vous aussi. Hein. Bonjour, Mme Colette. Elle cherche son crayon. Ah bah allez-y, occupez-vous. C'est pour la dédicace, hein, vous savez. Parce que Mme Colette a dit déjà qu'elle était née pendant le rock'n'roll. Moi, je suis née pendant la musique baroque, à peu près, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, je viens vous voir parce que c'est important. Mon mari Alain est parti en 82 ramener les consignes au magasin. Donc, j'espère qu'avec le retour de la consigne, il pourra revenir. Il y aura aussi... Est-ce que vous faites le retour de l'être aimé, Mme Colette? Je fais tout ce qu'on me demande, du Ah bah super, très bien. J'ai ramené un petit peu. Alors ça craint, hein. Quand vous dites il faut foutre la paix aux morts, là il disait ça de son vivant. Alors je sais pas s'il est mort ou vivant actuellement. En tout cas, s'il avait couru la Rédadec depuis le temps qu'il est parti marcher, je pense que la langue bretonne serait langue officielle des Jeux Olympiques depuis le temps. Il se serait pas arrêté à Plouguerneau, il aurait continué parce qu'il est quand même parti depuis, attendez, 37 ans pour ramener des bouteilles à la consigne, ça commence à faire long. En tout cas, c'est pas grave. Oui, il était comme ça, moi, Alain. En tout cas, voilà. Moi, je vais le ramener. Excusez-moi, je bugue. Laurence, ça m'arrive, c'est mardi matin. Moi aussi, je vais l'accueillir à grands coups de pied occultes. S'il revient. En tout cas, il aura de mes nouvelles. Mais attendez, moi, je vais vous dire. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir le petit Billy aussi rue Saint-Hélier parce qu'il m'a un peu émoustillé avec ses histoires de chocolat. C'était tout mignon. Mais merci, on se voit. J'ai cassé mon PEL, donc vous pourrez me dire. Je sais pas si c'est 10 000 €, mais je donnerai l'argent qu'il faut, au moins pour savoir quand il reviendra ou pas. C'est cher, je le vaux bien. C'est pour ça que j'ai fait le déplacement exprès. J'ai eu un flash aussi sur la route. Merci beaucoup, ma chère Catherine. Vous nous prévoyez quoi, Colette, pour la suite, là? Hein, à votre avis? La suite de l'émission? Oui. C'est la fin. Les surprises, vous en êtes coutumière. C'est la fin, on annonce qu'il y aura mercredi et jeudi. Voilà. Eh ben, je ne sais pas. Eh ben, je vais vous dire, moi. Vous savez qui on aura en invité jeudi? En invité principal? On aura Didier Barbelivien. Voilà. Ah ouais. Qui viendra. Oh bah ouais. Qui viendra nous présenter son nouvel album. Il va regretter de ne pas m'avoir vu. Ah bah ça c'est clair, ça c'est sûr et certain. Je vous remercie tous d'avoir été à nos côtés. Merci professeur Lavoué, merci Virginie, merci Cécile. Merci ma chère madame Liliane Blanchet. Oui, c'est Liliane. Allez, on se retrouve mercredi, demain, donc 9h50 pour les meilleurs moments de l'émission. Et puis donc jeudi avec le chanteur Didier Barbelivien. Nous évoquerons également Odorico et l'art de la mosaïque. Voilà, moi je vous prédis une belle journée, même s'il n'y a pas de soleil. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de grève. Voilà, belle journée à vous tous. À mercredi pour l'enregistrer et à jeudi en direct. Merci.